Pour commencer ce beau programme, une introduction assez modeste en ambition. Il s'agit juste de partager avec vous quelque chose qui m'est advenu au moment du visionnement de la série. Vous voyez le titre, j'ai un petit peu joué, j'avais annoncé le jeu des mondes et je mets maintenant le jeu des univers. En fait, je vais essayer de vous dire qu'il y a bien un monde dans Game of Thrones, mais qu'il y a plusieurs univers, et c'est ce qui a produit, semble-t-il, une sorte de trouble à la téléspectatrice ou spectatrice que je suis, assez rapidement, dès la saison 2, une espèce de trouble dans le genre, mais dans le genre de récit auquel on avait affaire. J'ai mis une carte en première diapositive, car il y a bien un monde, ce que dit fort bien, ce que montre fort bien le générique, qui est célébrissime, qui est le parcours un peu chaotique, il est vrai, d'une carte, d'une planisphère. On ne sait pas très bien si c'est plat. J'ai même cru à un moment que c'était un monde convexe. Hein. Je suis spécialiste aussi de science-fiction. Or, il y a des mondes convexes dans la science-fiction, et j'ai cru à un moment que c'était un monde convexe, ce qui expliquerait le trouble aussi dans les saisons. Enfin, en l'occurrence pas. Donc, il y a bel et bien un monde, c'est-à-dire une géographie. Une carte est distribuée avec le deuxième coffret de la saison 2, ce qui explique bien des choses. Mais c'est une carte qui nous trouble aussi. Vous verrez, il y a beaucoup de questions de trouble, dans la mesure où elle nous rappelle quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a des formes qui nous rappellent des formes familières, une espèce de Grèce ici, par exemple. Hein, mais où est l'Italie ? Une espèce de Grande-Bretagne avec l'Écosse qui serait derrière le fameux mur. Donc c'est ce que j'ai appelé une uchronie géologique, car tout se passe comme si la Pangée, vous connaissez la théorie de la dérive des continents, avait finalement réorganisé les continents différemment. Alors est-ce que vous voyez que c'est une chronique qui part très 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 loin en arrière, puisqu'il faut supposer qu'il y a des millions d'années, au moment où les continents se sont formés, que c'était déjà parti autrement. Alors donc une carte qui nous est nécessaire pour nous retrouver dans cette histoire. Il y a beaucoup de cartes aussi dans l'univers des personnages. Ici c'est une carte sur laquelle Bran apprend en fait à situer les grandes maisons qui se partagent Westeros. Mais il y a beaucoup de cartes parce qu'il y a beaucoup de stratégies militaires, et donc les personnages manipulent sans cesse des cartes de toutes sortes, sur tout support. Là, il y a une très belle carte qui est faite par le journal Le Monde. Hein. Pour moi, c'est la carte la plus, comme par hasard, la plus claire, parce qu'il paraîtrait qu'il y a dans la salle des gens qui n'ont jamais vu un épisode de Game of Thrones, et puis il y a l'autre partie de la salle qui connaît par cœur les épisodes de Game of Thrones, donc ça va être un petit peu difficile. Mais toujours est-il qu'il y a deux continents, Westeros et Essos, c'est le monde connu. Hein. Il y a d'autres continents qui ne sont pas explorés, qui sont en dehors du cadre. On ne sait pas très bien comment on peut dessiner une carte du monde connu qui s'arrête avec un bord de cadre, mais ne me demandez pas pourquoi et comment c'est possible. Peut-être qu'il y a une espèce d'abîme là qui commence. La majorité de la série concerne les maisons de Westeros, c'est-à-dire sur cette sorte d'Angleterre. Et puis, évidemment, l'autre continent va apporter quelques péripéties. Voilà, ça c'est les maisons principales qui se disputent les 7 royaumes, le trône des 7 royaumes, le trône de fer dont il est question. Et en rouge, juste le parcours de Daenerys qui va prétendre au trône, mais qui fait toute une courbe, vous voyez, sur l'autre continent avant de prétendre régner sur Westeros. Uchronie géologique, mais uchronie historique, histoire de l'humanité, dans la mesure où coexistent sur cette carte des époques historiques qui nous rappellent quelque chose,
mais extrêmement large, c'est-à-dire que vous aurez à la fois l'Antiquité, par exemple ici sur Lessos, où nous avons des arènes avec des gladiateurs, mais au même moment, sur l'autre continent, nous avons des joutes avec des chevaliers, très médiévales, et en même temps, on a une espèce de guerre des deux roses, très 16e siècle, qui se passe sur le continent Westeros. Il y a des empires vaguement égyptiens, il y a des soldats vaguement spartiates. Enfin voilà, nous avons une espèce de condensé entre l'Antiquité et le Moyen-Âge tardif jusqu'à la Renaissance qui cohabitent sur ces deux continents du monde connu. Avec quelques peuples premiers qui se baladent de ci, de là. Voilà. C'est une uchronie aussi religieuse, et en fait, parce que c'est ça qui va m'intéresser, c'est les univers de croyance. Il y a un monde, mais des univers de croyance. C'est une uchronie religieuse, c'est-à-dire que, il y a plusieurs périodes historiques qui cohabitent, et il y a plusieurs systèmes religieux qui cohabitent sur cette carte. Et si on voulait les classer, on n'a pas le temps, mais on pourrait voir qu'elles emblématisent assez aisément les 4 grandes ontologies décrites par Philippe d'Escola. Nous avons des peuples naturalistes qui croient au savoir scientifique, mais on a des systèmes analogistes, totémistes et animistes. On pourrait redistribuer chaque peuplade un peu dans son système, mais voilà, tout ce petit monde cohabite sur cette carte. Très rapidement, je récapitule les systèmes religieux les plus importants, les anciens dieux, qui subsistent seulement dans le nord, tout près du fameux mur, en particulier dans la famille Stark, qui est quand même la famille héroïne de la série. Les nouveaux dieux, la foi des Sept, qui règnent du côté du trône de fer, en particulier dans la maison des Lannister. Tout le continent Westeros croit à la foi des Sept, à part quelques sectes résiduelles, dont en fait les anciens dieux dans le nord. Je ne vous décris pas, il y a 7 figures, l'emblème c'est une étoile, c'est 7 incarnations du même Dieu, passons là-dessus. Mais il y a aussi chez les Dothraki un dieu cheval, sans X, pardon, avec des cérémonies un peu chamanistes, voilà. Il y a le dieu de la lumière, avec les prêtresses rouges, dont ici Mélisandre, qui sont plutôt des prêtresses qui viennent d'Essos, en particulier la grande prêtresse est à Volantis, une ville du continent donc est. Il y a le dieu noyé, un dieu de l'eau qui a des adeptes sur les îles de fer, c'est la famille Greyjoy. Le dieu de la mort, Multiface, qui est à Bravos. Bon, ça fait beaucoup de systèmes à emmagasiner pour le spectateur. Ah bah tiens, je l'ai remis là. Et puis il y a les Mestres, c'est une congrégation, on va dire, plutôt faite de savants de la Renaissance, qui dissèquent des cadavres, qui ont une bibliothèque, qui manipulent des fioles de substances diverses et variées. C'est un peu des Léonard de Vinci de l'époque. Donc une pluralité, là j'avais un petit extrait, mais on va peut-être passer là-dessus, une pluralité qui, dans la saison 1, cohabite, dans la mesure, cohabite pour nous spectateurs de façon assez apaisée. Le pirate, là, dit une chose très, très simple, c'est tout le monde croit avoir le vrai Dieu, mais en fait, évidemment, il n'y en a pas de Dieu. Puis on est tout à fait prêt à se dire, effectivement, ils ont tous leurs petites superstitions, comme chez nous, quoi. Enfin, chacun a son système, Dieu n'existe pas, c'est bien entendu, mais il n'y a pas de guerre des religions, tout ça fonctionne assez bien. Mais il y a évidemment une très grande différence par rapport à notre système, c'est que c'est un monde sans christianisme, c'est-à-dire que nous avons toute l'Antiquité jusqu'à la Renaissance, mais pas trace ni de judaïsme ni de christianisme. C'est notre monde, en quelque sorte, compacté, mais auquel manque
l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ça fait quand même une différence massive qui fait qu'en tant que spectateur qui est quand même majoritairement de culture judéo-chrétienne, on n'a pas de repères. On a plein de repères historiques, mais en termes de religion, on n'a pas de repères. Pourtant, il y a plein d'objets, de lieux, de costumes qui nous rappellent vaguement quelque chose, des encensoirs, des vitraux, des cloches, des ordres religieux, et la plupart sont associés au culte des Seth, auquel finalement dans la famille Lannister et dans la ville de Port-Réal, personne ne croit. Hein. C'est une religion très institutionnalisée, qui a beaucoup de pouvoir, beaucoup d'argent. Tout le monde fait mine de participer au rythme. Enfin, c'est plutôt par sociabilité qu'autre chose. Ben voilà, là, on ne voit pas très bien, mais il y a une espèce d'hôtel. Et puis, il y a même une sorte de Savonarole, parce qu'il y a un moine un peu allumé qui va faire régner la terreur à Port-Réal. Bon. Il y a des résidus de rites chrétiens dans d'autres peuples. Par exemple, du côté du dieu noyé, il y a une forme de baptême. Hein. C'est-à-dire qu'on reconnaît des morceaux du christianisme qui sont éparpillés dans les autres rites. Voilà. Alors, beaucoup d'univers de croyances, chaque personnage est pris dans la religion de sa région. L'univers de croyance, bon, c'est un très vieux concept de la théorie de la fiction qui a permis par exemple de schématiser ou de définir le genre fantastique comme étant une expérience imaginaire sur les limites de l'univers de croyance. Au début d'une histoire fantastique, chacun est dans son univers de croyance, c'est-à-dire qu'il prend pour vrai un ensemble d'énoncés sur les choses. Et un récit fantastique met en scène un événement, un phénomène, une rencontre, une apparition qui va remettre en question ou attaquer l'univers de croyance d'un personnage. Et en fait, il y a trois fins possibles. Soit le personnage devient fou, on reste dans le fantastique, soit il modifie son univers de croyance, et là, il est réputé qu'on passe donc dans un univers du merveilleux, c'est-à-dire que c'est un univers qui fonctionne autrement, ou du surnaturel, où on arrive à neutraliser finalement l'événement et à le faire coïncider avec les règles de son univers d'origine. Bon, ça c'est très caricatural, c'est la théorie de Todorov, mais finalement quelque chose de ce système persiste, vous allez le voir, quand bien même on n'a pas un univers de référence stable qui serait l'univers scientifique et naturaliste qui est le nôtre. Alors, ce qui est très troublant dans le Game of Thrones, c'est qu'au fil des saisons, certaines de ces religions vont être avérées et d'autres non. Alors, très rapidement, le dieu de la lumière va montrer son efficacité. La prêtresse rouge est très, très efficace. Les anciens dieux sont très efficaces aussi. Après tout, c'est eux qui ont créé les marcheurs blancs, c'est bien eux enfin les anciens dieux, ceux qui y croient, ont créé les marcheurs blancs et sont donc cause de tout le malheur sur cette planète. Le dieu de la mort est très efficace aussi, voilà. En revanche, il y a des religions qui ne sont pas avérées par des phénomènes ou des apparitions ou des miracles. J'ai mis pour mémoire cela, mais il y a plein d'autres religions qui ne sont pas avérées, c'est-à-dire que nous, spectateurs, nous n'avons pas de preuve que ces religions sont efficaces, qu'elles disent le vrai. Le problème, vous voyez, c'est qu'il y en a trois, et que ces trois ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que la bizarrerie dans Game of Thrones, c'est qu'il y a au moins trois religions qui fonctionnent simultanément, alors qu'elles ne sont pas du tout intégrées. Il n'y a rien à voir entre le dieu de la lumière, le dieu de la mort et les anciens dieux. Voilà. Alors, un monde, des univers de croyance, et moi, spectateur, je suis obligée de dire qu'il y a au moins trois systèmes qui fonctionnent dans ce monde.
Alors, j'ai mis, vous voyez en parenthèse, Jon, Bran et Arya, parce que très concrètement, il se trouve que la famille Stark comporte les personnages qui vont avoir le plus d'expérience de perturbations cognitives, c'est-à-dire qu'ils vont devoir sortir de leur univers pour absorber des phénomènes qui viennent d'autres univers. Et ce sont peut-être ceux qui vont traverser le plus de systèmes, alors que certains personnages meurent avant d'avoir pris contact avec un autre système, ce qui est assez bien pour eux, après tout. Ned, par exemple, le père de Jon, le pseudo-père de Jon, va mourir sans être confronté à un autre système. Et puis il y a des personnages qui, pendant les 8 saisons, vont donc traverser les univers et chaque fois se demander s'ils vont encaisser en quelque sorte, absorber, changer, synthétiser, consolider. Que va-t-il leur arriver à la fin? Parce que c'est beaucoup, 8 saisons d'absorption de l'univers de croyances successifs. Alors au début, juste pour dire qu'il y a une cohabitation sans problème, parce qu'il n'y a aucune preuve d'efficacité de ces systèmes, c'est par exemple Ned et sa femme Catelyn Stark, qui vont mourir assez rapidement. Ned, il est au pied d'ici d'un arbre qui symbolise les anciens dieux, et sa femme, elle croit aux 7, à la foi des 7. C'est d'ailleurs une pratique superstitieuse qui relève de cette religion-là qu'elle utilise pour essayer de guérir son fils Bran, mais ça ne suscite aucun problème dans le couple. Voilà. Alors, j'ai mis à part les dragons, parce que les dragons ne font pas partie d'un système religieux. Les dragons sont juste un phénomène naturel, dont on croyait qu'ils étaient éteints, et puis il se trouve qu'ils ne sont pas éteints. Donc, mais ça commence par les dragons au cours de la série, c'est-à-dire qu'on va déjà expérimenter quelque chose avec les dragons. Les personnages vont devoir supporter la preuve de l'existence des dragons, et c'est là qu'on voit les premiers signes d'étonnement sur le visage des personnages, que rien n'étonne. Sauf que, bon là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ils sont tout petits encore, et puis ils font des ronds de fumée, mais au plan suivant, ils crachent du feu, et là, celui qui est derrière le feu, enfin devant le feu, est fort étonné, mais il n'a pas trop le temps de se poser des questions. Ça, c'est Tyrion à la saison 5 qui découvre les dragons, c'est-à-dire que nous découvrons les dragons assez rapidement, puisque nous suivons le personnage de Daenerys, mais vous avez les visages stupéfiés qui apparaissent, et Tyrion, la première fois qu'il voit les dragons, voilà la tête qu'il fait, c'est à la saison 5. Ça, c'est Jon, la première fois qu'il voit un dragon, et c'est à la saison 7. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a une disjonction, c'est-à-dire, nous sommes déjà habitués, on en a vu tellement et tout, mais les personnages qui sont pourtant les plus proches de nous, à la saison 7, ils rencontrent le dragon, puis c'est l'étonnement, la stupéfaction. Bon. Et ça, c'est Jaime. Jaime, quand il voit les dragons aussi la première fois, ça fait quand même un choc. Voilà. Donc, toute une série de chocs cognitifs, mais assez vite absorbés. Bon, c'est des bestioles un peu impressionnantes, mais après tout, elles ne sont pas d'ordre surnaturel, pas plus pour Daenerys que pour les autres du reste. Mais dès la saison 2, d'autres types de phénomènes sont montrés aux spectateurs, mais qu'aux spectateurs, qui sont justement des phénomènes qui avèrent d'autres miracles ou possibilités. Par exemple, ici, on est derrière le mur et on a un personnage qui arrive à habiter le regard des oiseaux. Là, on ne voit pas très bien, mais c'est la prêtresse rouge qui accouche d'une espèce de monstre de fumée qui ne sera pas très exploité par la suite du reste. Mais les images sont assez impressionnantes dans la mesure où on ne voit pas très bien. On voit des petites mains griffues comme ça, là, qui montent. Ben voilà. Puis de là, moi, la prêtresse rouge, je la prenais pour une illuminée totale qui est en train de manipuler Stannis Baratheon, qui du reste change de religion. Voilà, un transfuge tout à fait intéressant. Un personnage qui change de religion. Il était du côté des... Il était
plutôt sceptique et adepte de la religion des sept, et là, il s'allie à la prêtresse rouge qui lui fait croire qu'il est l'élu. Mais nous n'y croyons pas du tout en tant que spectateurs. Mais tout d'un coup, nous sommes obligés... Ah, ça, c'est moi qui fais de Larsen, en fait. La prêtresse rouge accouche d'une chose étrange. Et puis, bon, c'est à la saison 2 que nous, spectateurs, nous commençons à voir que les marcheurs blancs existent, que Bran est visité par la corneille à 3 yeux, que les enfants de la forêt existent, que les morts vivants existent, que le roi des marcheurs blancs existe. Encore un regard étonné, hein, et quelques rencontres entre un adepte du dieu de la lumière et puis un sauvageon qui ne savait pas qu'on pouvait allumer ses épées comme ça d'un seul coup, d'un seul. Bon. Donc on a... Ah ben là, c'est pas très joli, mais enfin, c'est la prêtresse rouge qui ressuscite Jon tout de même. Donc, Jon va devoir... enfin, c'est le premier choc pour Jon, c'est qu'il n'est pas prévu qu'il ressuscite, et donc il va accepter qu'il ressuscite. Et même si nous sommes très très contents en tant que spectateurs, il est là aussi sorti de son univers de référence. La prêtresse rouge a le pouvoir de ressusciter. On en avait quelques signaux précédents, mais voilà encore une chose que l'on doit accepter. La saison 7, pour moi, est vraiment le tournant, parce que finalement, les 6 premières saisons, petit à petit, nous introduisent justement dans un système de preuve pour le spectateur que certaines choses sont vraies et d'autres non, mais nous emmagasinons. Hein. Et en particulier, on commence à croire vraiment aux marcheurs blancs, aux enfants de la forêt, à la corneille aux 3 yeux, etc. Mais la saison 7 est tout à fait particulière, et pour moi, elle explique beaucoup de choses pour la saison 8. La saison 7, c'est vraiment le moment où c'est thématisé, la question des transferts d'univers de croyances, ou de chocs cognitifs entre univers est thématisée. Donc il n'y a pas seulement des regards d'étonnement, et puis des personnages qui se disent « Ah bon, c'est comme ça, ah ouais, hein, donc acte, c'est comme ça ». Mais on commence à thématiser. Et... par exemple, Sam, qui est entré chez les maîtres, qui sont donc des savants, essaye d'expliquer à ses maîtres qu'il a vu les marcheurs blancs et n'arrive pas à se faire croire. Hein. Daenerys a ses dragons, mais Jon, c'est la première fois qu'il rencontre Daenerys, c'est à la saison 7, Jon doit essayer de persuader Dany que les marcheurs blancs existent. Et voilà le type de réplique, hein. Voilà ce qu'elle dit. On croyait que les dragons disparus, mais ils sont là. Il est temps de réviser nos croyances. Vous y croyez donc au roi de la nuit, hein, le roi des marcheurs blancs. Et pendant toute la saison 7, on a affaire à des dialogues de ce type-là. Quelqu'un essaie de persuader l'autre de quelque chose dont le spectateur est déjà persuadé, mais les personnages résistent. Donc entre Jon et Daenerys, bon, ils vont trouver des peintures rupestres qui vont prouver que c'est bien réel. Hein, la question de c'est réel, je l'ai vu, j'en ai la preuve, va se répéter, par exemple entre Bran et sa sœur Sansa. Bran va dire à sa sœur « Je suis la corneille aux 3 yeux ». Sansa dit « Je ne comprends pas ». Nous savons depuis 6 saisons ce que c'est que la corneille aux 3 yeux, mais elle ne peut pas le savoir. Il se revoit après beaucoup de temps. Et il lui prouve que c'est vrai, puisqu'il va évoquer une scène qu'elle est la seule à avoir vue. Et ça la plonge dans un abîme de perturbation aussi. Là, Sam est le grand maître, ça je le remets ici. Vous me croyez, si vous dites que la menace est réelle, on vous croira. Il veut mobiliser les maîtres, mais les maîtres ne feront rien, car ne le croient qu'à moitié. Le dialogue entre Jaime et sa sœur, avant la rencontre avec Daenerys, Jaime dit que Tyrion va apporter la preuve de l'existence des marcheurs blancs. Donc toute cette question de on apporte la preuve, il faut persuader, parce que là il s'agit de changer les croyances pour se mettre à agir.
Là, c'est le visage étonné de Daenerys quand elle voit les cicatrices sur le corps de Jon. Normalement, on ne s'en remet pas hein, de ce type de cicatrice. Or, il est bien vivant. Arya revient aussi, après avoir été initiée au dieu multiface. Elle rapporte des masques qui lui permettent de changer de visage. Sa sœur lui demande que sont ces choses. À Braavos, quand je me préparais à devenir à son visage, je ne comprends pas. Hein. Mais c'est la première saison où vraiment on a des échanges de ce type-là. Hein. Explique-moi, je ne comprends pas, parce que tout simplement, l'un a traversé les mondes, l'autre pas les mêmes. Et là, c'est la rencontre entre Sam et Bran. Et Bran lui redit la même chose, je suis la corneille aux trois yeux, etc. Et Sam dit, je ne comprends pas. Donc, à chaque épisode de la saison 7, nous avons ce phénomène qui se passe. Et puis, la scène emblématique, extraordinaire de cette saison 7, c'est Cersei, à qui on montre d'abord le dragon, elle n'en avait jamais vu. Hein, là, elle voit les dragons la première fois à la saison 7. Et, j'adore Jaime, et sa sœur voient un mort-vivant que les autres ont exprès été chercher de l'autre côté du mur, qu'ils ont ramené dans une caisse pour essayer de les embarquer dans la guerre. Et voilà, chose improbable, hein, on a transféré une preuve de l'autre côté du mur jusqu'à Port-Réal pour dire, vous voyez, c'est vrai. Maintenant, il faut qu'on s'allie pour aller faire la guerre au roi de la nuit. J'ai dû le voir pour le croire, dit Jaime. Tu l'as vu de tes propres yeux, dit-il à sa sœur. Sa sœur dit, qui résiste, hein, les monstres existent, marcheurs blancs, dragons, gueulards d'Otrak, les histoires effrayantes de notre enfance sont réelles, soit, mais je ne changerai rien à mon fonctionnement. C'est-à-dire qu'on a avec Cersei un personnage qui résiste à tout changement de son comportement et de son univers de croyance, donc elle va mourir en restant complètement impénétrable aux preuves, alors que Jaime va changer de camp, car il ne va pas réagir de la même manière. En effet, la seule valeur qui vaille pour Cersei, c'est l'or, c'est l'argent. Hein, donc elle dit, mais tout ça, c'est ok, les contes pour enfants sont vrais, et alors hein, moi, je crois à l'or. Les personnages qui traversent ces univers, qui font l'effort d'essayer d'intégrer ces nouveaux phénomènes à leur propre univers, on a l'impression qu'ils les absorbent, qu'ils se reconstruisent par rapport à ça, mais ce n'est pas sans séquelles. Hein. Et effectivement, à force d'attaques cognitives, les personnages qui vont survivre jusqu'à la fin eh bien, sont en quelque sorte détruits. Et ça, c'est l'énigme de la saison 8, parce que beaucoup de blogs et de séquences YouTube disent la saison 8 est ratée, les personnages principaux sont plus que des pantins et des marionnettes, ils n'ont plus aucune substance. Et en fait, effectivement, la saison 8, un certain nombre de personnages sont complètement apathiques, détruits, et on se pose la question, on dit, mais c'est à cause des scénaristes, ils ont été trop vite, enfin, tout ce que vous voulez. Mais en fait, on a juste l'impression que ces personnages n'arrivent plus à prendre de décision parce qu'ils ne savent plus sur quelle connaissance se baser. Et c'est particulièrement clair pour Tyrion. Bon, là, j'avais mis un petit extrait d'un YouTuber qui effectivement... peut-être que ça va marcher, je ne sais pas. De manière générale, quand les personnages dits intelligents sont... Non, ça ne marche pas. Oui. C'est qu'il y a un souci d'écriture. We're in a crypt. Nobody thought of that. He's bringing all the dead people back to life, and they put the women and children in a crypt with all the dead people. So, crap. Tyrion is smart, but I guess not that smart. Mais revenons-en. Alors ça, c'est le comédien qui joue Tyrion qui dit, mais c'est complètement con.
de mettre les femmes et les enfants dans la crypte, les morts-vivants, enfin les marcheurs blancs attaquent avec tous leurs morts. Mais c'est juste que c'est une chose d'intégrer et de commencer à réfléchir avec les normes de l'autre. Et Tyrion, c'est vrai qu'il ne fait que prendre des décisions qui sont catastrophiques parce qu'il continue de réfléchir de façon rationnelle. Hein, il est plein de sagesse pratique, de sens stratégique, mais il n'arrive pas à réfléchir avec ces nouvelles données. Et typiquement, là, le comédien dit, mais je croyais que Tyrion était intelligent, alors il ne l'était pas. Et c'est juste qu'il est intelligent, mais pas quand il doit intégrer ces histoires de, il y en a, dans la crypte, il y a des gens qu'on a enterrés il y a 7 siècles, alors peut-être qu'ils vont ressusciter parce qu'il y a les autres qui arrivent. Il n'a tout simplement, il n'est pas capable de réfléchir avec ça. Donc typiquement, Tyrion, dans la saison 8, mais ça a déjà commencé un peu plus tôt, perd ses facultés intellectuelles parce que, en fait, le monde, ou son univers est en train de s'écrouler. Et c'est peu ou prou ce qui arrive avec 3 personnages principaux qui sont totalement brisés, mais pour des raisons différentes. Bran, c'est lui qui s'appelle Bran le brisé parce qu'il a les jambes paralysées, mais effectivement il est brisé parce qu'il a perdu toute intelligence sensible, parce qu'il a une vision totale de l'histoire passée, présente et future, donc il ne peut plus s'engager dans rien, plus rien n'a de sens, plus rien de langage, plus aucune relation humaine, donc il a perdu son intelligence émotionnelle, on va dire. Jon, il est brisé parce qu'il ne s'est pas remis en fait de sa résurrection, c'est-à-dire que depuis ce moment-là, il est détruit. Et Tyrion, lui, il est complètement... C'est un personnage qui a une trajectoire tout à fait intéressante parce que petit à petit, effectivement, toute son intelligence fond comme glace au soleil. Et il y a cette étrangeté du dénouement à la saison 8 que... Finalement, entre tous ces brisés, qu'est-ce qu'on peut choisir comme roi à la fin? À la fin, ils choisissent Bran, par défaut, en quelque sorte. Mais en fait, aucun de ces êtres ne sait plus sur quelle base réfléchir pour prendre le pouvoir, pour prendre la tête du royaume, sur quel type de savoir se fonder. Tout a l'air de pouvoir se passer à n'importe quel moment. On ne sait plus comment anticiper, comment rationaliser, prendre une décision. Donc, s'il y a quelque chose dans Game of Thrones qui parle de notre monde d'aujourd'hui, je pense que c'est ça. C'est-à-dire, c'est la difficulté qu'il y a de changer de référentiel, de changer d'univers de croyance, d'être exposé à des preuves, de dire « Ok, j'ai vu la preuve, je sais que le climat va se réchauffer. Hein, alors on fait comme Cersei. Non, oui, c'est vrai. Mais il n'y a qu'une chose de vrai, c'est l'or. Je continue à fonctionner comme avant. C'est très pratique. Il y a ceux qui sont tellement désespérés. Ah oui, mais alors, je ne sais plus comment faire, je ne sais plus quoi faire, parce que moi j'ai été élevée à être guerrier, à être marchand, à être... Maintenant vous me dites... la terre va péter toute seule ou se débarrasser de nous, mais je ne sais plus quoi faire. Et ça, c'est Jon. Hein. Jon, il ne sait plus quoi faire de lui dans un monde comme ça. Et puis, alors, il y a le scientifique omniscient, c'est Bran, qui sait tout, mais qui ne fait rien parce qu'il dit, mais à quoi bon, finalement? Après tout, c'est la vérité. L'être humain est une espèce... provisoire comme les autres, il n'y a aucune raison de faire quoi que ce soit pour la faire perdurer. Donc, sans en faire une fable écologique qui identifie les marcheurs blancs et l'hiver au risque écologique, je pense que ce n'est pas là que ça se passe, c'est plutôt, mais comment est-ce qu'on fait pour résister à des changements d'univers de croyance qui remettent totalement en cause tout ce que l'on croyait savoir.